Karine Camor, dans votre bureau d'études donc à d'Île-de-France, est-ce que vous constatez une différence dans la labellisation du coworking par rapport dans sa mise en avant comme produit phare? En tout cas, c'est l'impression que ça donne à travers les politiques de marketing territorial. Alors, il y a plusieurs choses. La labellisation, je pense pas. De toute façon, la région ne cherche pas à labelliser et ne cherche pas un seul type de tiers-lieu. En fait, il y a autant de tiers-lieux qu'il y a de territoires. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Il y a autant de tiers-lieux qu'il y a de territoires. L'idée, c'est d'essayer de soutenir forcément ceux qui sont les moins rentables, ceux qui sont en milieu rural ou dans les territoires politiques de la ville, puisque dans le milieu, le centre parisien, les- la densité de population, les usagers, etc., font que ces modèles sont plus rentables, on va dire, qu'en zone rurale. Donc là, l'idée des pouvoirs publics, c'est de vraiment essayer de dynamiser les territoires ruraux et d'accompagner la mise en place de ces tiers-lieux en grande couronne, typiquement à Fontainebleau, près d'Étampes, etc. Donc ce sont souvent des projets qui sont portés par une communauté, enfin une personne indépendante qui essaye de fédérer une communauté sur son territoire. Et c'est ce qui intéresse la région. C'est pas d'avoir des grands noms qui viennent s'implanter sur le territoire. Et vous direz donc qu'il y a des espaces qui sont plus où l'implantation du coworking est plus fragile, entre guillemets, et des espaces qui sont plus favorables que d'autres. Oui, c'est sûr qu'en grande couronne, c'est plus difficile de mettre en place un tiers-lieu. Il faut que ça réponde à des besoins de la population locale. Alors, il y a les besoins effectivement en termes d'espace de travail partagé, parce qu'il y a beaucoup d'indépendants ou beaucoup de salariés. Ça leur évite effectivement, comme vous disiez dans l'introduction, de faire des déplacements pendulaires, de se rendre à leur lieu de travail. Donc, ça leur permet quelques jours par semaine de venir travailler sans être complètement isolés, de rencontrer d'autres coworkers et de faire vivre une espèce de dynamique sur ce territoire et d'infuser un petit peu des nouvelles pratiques aussi qui sont nouvelles et qu'on retrouve peu dans les entreprises de grande couronne. Donc voilà, il y a une espèce de dynamique. Souvent, c'est porté aussi soit par les élus locaux, soit par des privés. Il n'y a pas vraiment de modèle. Ça peut être une société Mhm. anonyme, ça peut être une association, ça peut être... Il n'y a pas Oui, la plupart, oui. il n'y a pas voilà, de critères particuliers à ce niveau-là, si ce n'est les besoins de la population et essayer de mailler le territoire pour rendre accessibles ces tiers-lieux, donc y compris les espaces de coworking. Il y a quand même beaucoup d'espaces de coworking, de bureaux partagés qui évoluent en tiers-lieux. Alors, qu'est-ce que c'est qui évolue en tiers-lieux? C'est comme le rappelait Sébastien, c'est essayer d'animer une communauté, c'est essayer de mettre en place des outils, des formations, des choses qui rassemblent et qui répondent à un besoin sur le territoire. Très bien. Et justement, Sébastien, vous, à travers les animations que vous définissez plus comme tiers-lieux que vous pouvez proposer, est-ce que vous voyez que ça répond véritablement sur place, en tout cas, à un besoin des gens? Est-ce que vous voyez vraiment une réponse, vraiment une demande de ce type d'animation? Du coup, moi, je vais faire un petit détour pour répondre à cette question-là, parce qu'en fait, Faites-le. moi, j'ai un peu de mal avec cette vision très territoriale en fait, du coworking. Parce que je pense que c'est quand même une vision très descendante de l'innovation. Et je pense que les coworking, ils intègrent vraiment par essence, c'est vraiment le bottom-up vraiment par essence, et que du coup, je pense que la plupart des espaces de coworking, des premiers, sont construits autour des besoins d'un collectif d'usagers et n'ont pas réellement pensé territoire au sens premier. Et que du coup, c'est une fois que ces espaces-là sont installés qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient d'autres externalités positives justement sur le territoire et que du coup, dans un premier temps, les collectivités sont un peu emparées de ça en termes d'image pour le valoriser. Et que du coup, maintenant, on se dit, ben, en fait, en implantant des espaces de coworking ou des tiers-lieux, mais du coup, de manière très descendante, on va recréer ces externalités positives-là. Je pense que c'est un doux rêve, personnellement, parce que je pense que vraiment, chaque lieu doit être vraiment, et les services qu'il compose, son offre, etc., ça doit vraiment être ciselé pour une cible ou un collectif
de gens qui vont venir l'habiter et que c'est plus par ça qu'on le définit que par finalement où il s'implante. Moi, j'ai du mal avec, vraiment avec cette vision territoriale de l'espace de coworking. Bien sûr qu'il est implanté dans un territoire et que bien sûr qu'il y rayonne, qu'il s'y passe des choses en connexion avec ce territoire, mais pour moi, il est destiné à des gens, il n'est pas destiné à un territoire. Je sais pas si ça Alors moi, je voudrais juste rebondir, je suis d'accord avec ce que dit Sébastien, effectivement, mais il faut en fait faire la distinction entre la zone dense, Paris, et puis la zone rurale. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas animé par la même communauté, ça ne s'adresse pas aux mêmes usagers. Donc moi, je suis complètement d'accord, mais quand je parle du territoire, c'est aussi les personnes qui font ce territoire. Donc en fait, les gens qui portent le lieu, le tiers-lieu, et qui, à un moment donné, se structurent autour d'une communauté pour répondre à un besoin. Quand je parle du territoire, c'est des gens qui y habitent. Hein. Voilà, c'est fait pour des citoyens, par des citoyens, pour les usagers, mais du territoire. Et c'est vrai qu'on ne va pas orienter et proposer les mêmes services dans un tiers-lieu parisien du 18e qu'à Étampes ou à sa classe à 50 km de Paris. C'était juste ça par rapport à... Mais du coup, pour moi, c'est plus les caractéristiques de la communauté qui pourrait l'habiter que les caractéristiques finalement du territoire. Même si on est d'accord que ça se rejoint assez vite. On est donc sur des lieux, en effet, qui sont définis davantage que par usagers, par les animations, les activités qui y sont faites, et qui paradoxalement maintenant stimulent un certain imaginaire quand ils sont prononcés, d'où leur usage aussi fréquent donc, dans les politiques de marketing territorial. Au-delà, en sortant un petit peu même de la question du coworking, Thierry Landon, euh, alors, comment on va formuler ça avec tout ce qui a été dit? Le fait que les tiers-lieux donc, soient autant mis en avant et chez les tiers-lieux professionnalisants, comment vous voyez ça dans l'évolution plus globale des façons de travailler, surtout dans le contexte actuel qui nous force à revoir nos manières de travailler? Je ne sais pas si la question a été très, très clairement exprimée. Ça s'adressait à moi, oui, c'est Oui, ça oui, oui. Oui, ce que ça a comme impact. Moi, c'est pour ça que je mettais une petite nuance sur ce que vous disiez en introduction. Alors, il y a un peu deux manières de voir les transformations du travail. Soit c'est un peu subi, soit c'est voulu. Je trouve qu'il y a on a tendance aussi peut-être à surestimer à quel point c'est voulu. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, quoi qu'il se passe, il y a un développement du statut d'indépendant, de sous-traitant, etc. Donc, ça vient répondre à cette transformation qui est que on travaille seul, on a besoin de ressources qu'il y a dans l'entreprise qu'on n'a pas quand on est seul. Ça peut être des choses très, très concrètes comme du support administratif, etc. Mais il y a aussi tout l'échange, tout l'informel, etc. qui manque beaucoup. Et je pense que c'est de là que vient ce succès. Et puis après, il y a quelque chose qu'on imagine susciter beaucoup dans ces espaces, c'est tout ce qui est innovation. Donc de faire croiser en fait des compétences qui d'habitude ne se croisent pas, permettrait ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment ce présupposé-là aussi de faire sortir de nouvelles choses, de nouveaux services, etc. Très bien. Je vous remercie pour ces réponses et je vous propose de passer à la partie suivante, animée par mon collègue. Bonjour à tous. Alors, je vais m'occuper de développer avec vous le second axe de réflexion sur le coworking. Et donc, c'est ce phénomène à l'échelle urbaine. Est-ce qu'on est sur une tentative donc de marketing territorial ou est-ce que c'est un phénomène qui est là pour accompagner un réel nouveau modèle de travail? Alors, on va refaire ensemble un état des lieux assez rapide avant de commencer l'entretien. Donc, le coworking constitue finalement une façon de redonner une dimension spatiale à des communautés nées dans le sillage de l'économie numérique, comme des développeurs, il y a beaucoup de métiers, et donc à de nouvelles pratiques de travail collaboratif,
Euh, Ainsi, on a plusieurs profils types de ce type d'espace. On a les métiers numériques, créatifs, on a l'auto-entrepreneuriat, on a les startups, etc. Et d'ailleurs, on a le bureau Blue Office de Nexity qui donnait des chiffres, enfin pas des chiffres, mais des informations de 2015 sur lesquelles le coworking se répartirait majoritairement entre des TPE et des PME, mais que depuis pas longtemps, on a aussi les grands groupes qui commencent à s'y intéresser dans le cadre d'accords de télétravail. Du coup, si tu peux passer, Mouna, la diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, juste pour mettre à nos autres camarades des visuels enfin, qui puissent visualiser de quoi on parle. Ici, on a des locaux du Blue Office, de Nexity, donc, premier acteur immobilier en France. Suivante, Mouna, s'il te plaît. Ici, c'est deux mêmes, mais c'est Nextdoor. Cette fois-ci, c'est Bouygues, le deuxième acteur en France. Diapo suivante. On a également des... tu peux passer, Mouna, s'il te plaît. On a également des acteurs internationaux comme WeWork, qui s'implantent dans différents pays, dont la France et dont Paris. Et diapo suivante, s'il te plaît, Mouna. Et je pense en décalé. Je fais passer Ah, quand ok. tu me dis. Ok. Oui, on est resté bloqué sur... Et puis, on a les locaux de Toujours pas? Studio Singulier, enfin, dont on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir le cofondateur, donc Sébastien Malcotier. Et ouais, du coup, si on peut passer au suivant, s'il te plaît. Et donc, juste, ça, c'est la question qui va un petit peu plus nous intéresser dans cette partie. Et ici, on a une cartographie des implantations de différents coworking par année d'ouverture depuis 2008 sur Paris et légèrement en Île-de-France. Et on se rend compte qu'il y a donc effectivement un déséquilibre assez fort entre les territoires centraux et ruraux. On a plus de la moitié des coworking qui est implanté à Paris et enfin, dans les arrondissements centraux et dans le nord-est de la capitale. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Peut-être par une population d'indépendants dans ces secteurs. Enfin, ça va être le sujet de notre discussion. Donc, la première question, ce serait comment donc est-ce qu'on pourrait expliquer la polarisation donc, de tiers-lieux de travail et de coworking en cœur de métropole et en agglomération centrale? Ce serait peut-être pour Madame Karine Camor qui pourrait ouvrir le débat. Oui, j'en ai un petit peu parlé, c'est-à-dire que comme vous le disiez, effectivement, ça répondait à une problématique très centrale à Paris, d'accueillir des indépendants. Comme le précisait Aurélie, il y a eu énormément d'indépendants qui se sont créés en 2009, ceux vraiment qui ont porté la croissance dans la zone centrale à Paris. Donc il fallait aussi trouver des lieux pour accueillir ces indépendants. Il y a beaucoup de créatifs, beaucoup de start-up dans Paris et dans le nord-est parisien. Du coup, voilà, le mouvement, et il y avait vraiment une réponse pour cette population-là. Alors dans les territoires ruraux, c'est vrai qu'il y avait moins de besoins, les gens ont plus d'espace aussi pour travailler. Là, la crise de la Covid a un petit peu accéléré tout le phénomène avec le télétravail. Du coup, voilà, on imagine que les tiers-lieux qui avaient été initiés au départ pour répondre à des besoins de limiter les déplacements domicile-travail, finalement, on pourra en parler, mais ils ont quand même subi une grosse crise par rapport à la fréquentation de leur lieu. Mais l'idée, c'était de se dire qu'un tiers-lieu pouvait aussi générer des revenus sur un territoire et du coup devenir, comme vous le disiez, un outil de marketing territorial, c'est-à-dire que ce serait un outil d'aménagement du territoire et que certains acteurs publics s'en saisissent pour revitaliser un territoire. D'accord, très bien. Et donc, je ne sais pas si est-ce que c'est possible ou pas à partir de ces constats, mais enfin, à partir de ces réponses, comment est-ce qu'on pourrait définir les caractères, on va dire, d'une situation urbaine favorable au développement de ce type de lieu ou... Encore une fois, il faut qu'ils répondent à des besoins précis de la population, qu'il offre un service
qui répondent à la demande. C'est-à-dire qu'à Paris, on va proposer une certaine offre qui ne sera pas la même qu'ailleurs. Donc, c'est en ce sens que je parlais des aménités, un petit peu du territoire, et que ça vienne des gens sur le territoire en fonction de leurs usages. D'accord, donc pour, pour par exemple ouvrir un espace de coworking, il faudra en fait choisir un espace où il y a une demande. C'est pas Où il y a une demande en contrairement à ce fonction qu'on... de la typologie des gens qui existent sur le territoire. Si vous n'avez pas d'indépendants, vous n'avez pas de jeunes, vous n'avez pas je sais pas moi, il y a toujours des besoins sur le territoire. Enfin, on n'offre juste pas les mêmes choses, les mêmes activités à l'intérieur de ce lieu. Mais il y a toujours besoin. On parlait aussi beaucoup du côté un peu des indépendants, les tiers-lieux indépendants qui ont joué un rôle majeur aussi dans cette crise en mettant en place des liens de solidarité avec le territoire, les Fab Labs qui ont aussi permis de créer des masques quand il n'y en avait plus, etc. Enfin, il y a toujours des besoins sur les territoires, quels qu'ils soient, enfin, où qu'ils soient, ruraux D'accord. ou... Peut-être, Sébastien Malcotti, du coup, est-ce que là, on voit la carte qui montre la position des 620 lieux et espaces de coworking dans la région parisienne, et on voit donc une forte concentration dans le 18e arrondissement, au même endroit auquel vous avez implanté. Le 8e, ça va encore. Pardon? Le 18e, ça va encore, on doit être 4-5, mais c'est en dessous, dans le centre, c'est l'hypercentre qui est... Dans le 11e, ouais, qui est super dense. Et du coup, peut-être vous pouvez nous parler de votre expérience, de pourquoi vous avez choisi de vous implanter dans le 18e arrondissement, quelles ont été, peut-être en réponse à ça. Du coup, j'aimerais juste revenir un tout petit peu réagir un tout petit peu sur ce qui s'est dit avant pour dire que je suis plutôt tout à fait d'accord et boucler un peu avec ce que disait Aurélie un peu avant aussi. Moi, je ne suis pas convaincu que tout ça soit effectivement un mouvement très suivi parce que très choisi et que je pense que c'est un peu subi quand même et que ce qui caractérise pour moi les conditions urbaines, ou plutôt en l'occurrence les conditions des cibles de cet espace urbain qu'on va viser, c'est pour moi justement les contraintes. Si justement on repart de notre histoire perso, nous à la base on est 3 indépendants, 2 designers, une graphiste qui en fait en début d'activité professionnelle et sont quand même très vite limités par le fait que en fait on n'a pas d'espace de travail, de lieu de travail, on ne peut pas donc recevoir de clients, on ne peut pas développer notre activité et en fait la vie d'indépendant elle est quand même très solitaire en fait sur plein de choses, sur tout le juridique, l'administratif, etc. Et que du coup, c'est en fait en répondant à ces besoins-là et aux besoins d'autres gens connectés à nous qu'en fait on a créé un service. Donc par rapport à ça, pour moi, les conditions du coup de l'espace urbain, c'est plutôt effectivement identifier des cibles, des groupes de gens qui ont des problématiques similaires et qui sont dans des situations de forte contrainte. Je prendrai juste un exemple, par exemple Cowork City à Alfortville, qui lui donc maintenant oriente l'activité de son espace de coworking sur donc qui est installé en pied d'immeubles HLM et qui oriente son activité de coworking sur les livreurs de plateformes. Parce qu'effectivement, là, on a une population qui est sous forte contrainte économique, d'espace, de solitude, etc. Et qu'en fait, c'est une solution à ces contraintes et pas quelque chose, encore une fois, qui est parachuté là en se disant il va venir des gens et on verra quelle communauté on fait à partir de là. Et donc, du coup, nous, pourquoi le Nord 18e? Le Nord 18e était plutôt une conséquence, encore une fois, de nos choix. Nous, ce qui nous a intéressé à cet endroit-là, c'est qu'en fait, il y a un hôtel d'entreprise très classique, géré par la RIVP, et que ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, tout le problème de la notion de communauté, c'est que c'est vite fermé, et c'est vite cloisonné et petit, et que si on s'installait dans un hôtel d'entreprise, on pouvait un peu démultiplier scaler, comme le mot à la mode, cette notion de coopération, en disant, en fait, nos toutes petites entreprises ou indépendants qui vont venir dans l'espace de coworking vont pouvoir avoir là des pistes de développement commercial. Dans un hôtel d'entreprise, c'est des boîtes, on va dire, d'un statut un petit peu supérieur
d'un statut d'une taille un petit peu supérieure qui sont là. Et inversement, ça profite aussi du coup à toutes ces entreprises qui sont là, puisqu'elles ont un vivier de compétences qu'elles ne peuvent pas internaliser, puisqu'elles ne sont quand même pas non plus encore de licorne, à disposition, à proximité, avec des relations de confiance du coup qui peuvent se mettre en place. Et sinon, c'était des problématiques très classiques de prix au mètre carré, d'accessibilité. Justement, effectivement, les populations plutôt de classe créative habitent plutôt le quart nord-est parisien. Ça, je pense que c'est pas, je vais l'apprendre à personne, cette marque des poissonniers a une petite particularité, c'est que c'est assez accessible de 4 gares directement par le métro. Donc, voilà, c'est des petites, après, c'est des petites choses, mais l'élément porteur du concept, il n'était pas vraiment sur le territoire en lui-même, mais plutôt sur les caractéristiques des gens et de ce qu'ils pourraient y faire à cet endroit-là. Mais du coup, c'est les caractéristiques des gens locaux. Mais Non, mais en même temps, le local quand enfin, on parle de Paris, oui, oui, c'est c'est particulier. subjectif comme. C'est subjectif. Moi, je n'habite pas le 18e. Aucun des 3 fondateurs habite le 18e. On a des gens qui traversent Paris pour venir, des gens qui habitent à 10 mètres. Et peut-être que là, au lieu de parler de. Peut-être, mais du coup, peut-être qu'au lieu de parler de personnes locales, on pourrait parler d'activités locales. Et que du coup, si ce type d'activité se développe sur ce territoire, peut-être que ça peut inciter justement aux non-locaux de venir et de peut-être utiliser le coworking finalement. Oui, je pense que, encore une fois, nous, on est beaucoup plus centré sur les gens que sur le territoire. Donc, c'est toujours ce lien qui peut toujours faire entre les deux. Je pense que les gens ne viennent pas là pour dynamiser le 18e, ils viennent là parce que, en fait, ils y trouvent une gamme de services et justement une communauté d'autres professionnels et plein de choses qui répondent à leurs besoins. Et encore une fois, ça a des externalités positives pour le 18e. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent dans le lien de causalité ou le lien si direct que ça entre les deux, entre le territoire et l'activité d'un espace de coworking. D'accord. Une autre question, c'est le marketing. En fait, quand on parle de coworking et de marketing territorial, ce qui est sous-jacent, on va dire, ce qui est sous-entendu, c'est un petit peu la notion d'attractivité. On a presque l'impression que certaines communes veulent ouvrir du coworking pour attirer des gens. Et ce qui ressort un peu de la discussion pour l'instant, c'est que finalement, le coworking, c'est pas tant un facteur d'attractivité, mais plus quelque chose qui doit répondre à une demande qui existe déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Oui, je suis plutôt effectivement d'accord avec, qui est un besoin qui existe déjà, en tout cas un besoin qui peut être identifié sur une population qui peut être présente dans ce territoire, oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que les collectivités et les promoteurs ont vu les externalités positives que ça avait sur un territoire et se disent qu'en dupliquant ce qu'ils ont perçu de ce qu'était le modèle, ils auront les mêmes effets. Je suis personnellement très circonspect. D'accord. Et du coup, pour revenir à une discussion qu'on a eue précédemment, enfin antérieure à cette réunion avec Aurélie Landon, si vous vouliez bien réagir là-dessus, euh, on, euh, on souhaiterait parler en fait, des stratégies envisagées pour favoriser donc, ce type d'espace, les tiers-lieux et les coworking, mais en territoire rural. Est-ce que ça se fait? Et si ça se fait, est-ce que ça marche ou pas? Oui, donc ce dont on avait parlé, c'était toujours dans le cadre de mon enquête. En fait, j'avais suivi un acteur qui est Lozère Développement, qui est l'agence de développement économique de la région Lozère, et qui avait essayé en fait d'implanter des coworking pour attirer. En gros, la stratégie, c'était on implante des coworking pour essayer d'attirer des nouvelles populations sur le territoire. Ça, il y a pas mal de territoires ruraux qui ont ce type de stratégie. Ce qui était intéressant, il y avait deux choses. Il y avait que ça rejoignait une ancienne stratégie d'être le premier département qui implantait des télécentres
à l'époque où c'était extrêmement moderne. Donc, en fait, il y avait tout un historique comme ça de modernisation où à chaque fois, on reprenait les derniers mots, les derniers codes, etc., du numérique. Donc, c'était des télécentres. Après, c'était, je ne sais plus comment ils les ont appelés. Puis là, ils essayaient de passer en mode tiers-lieu coworking. Et ce qui était intéressant en Lozère, c'est que ils ont eu ça a eu très peu d'effet en fait sur l'attraction de nouvelles populations. Ils sont d'ailleurs pas capables de dire si ça a vraiment eu, enfin combien de personnes ça a attiré, alors qu'ils continuent cette politique. Donc ça, c'est quand même le paradoxe. Et par contre, ça a eu un effet positif qu'ils n'attendaient pas et qui, je pense, est aussi la raison pour laquelle ils continuent. C'est que pour faire ça, ils se sont servis de maisons de service, comment on appelle ça ? Maisons de service au public. C'est un dispositif pour, dans les territoires ruraux, regrouper tous les services publics qui sont plus accessibles. Je ne sais pas, le bureau de poste qui a fermé, le pôle emploi, etc. Ben, on met des guichets uniques pour que toute la population ait accès quand même aux services publics. Et donc, finalement, ils ont essayé de greffer leur coworking là-dessus. Les espaces ne sont pas très adaptés au coworking, donc ça ne marche pas forcément très bien. Mais c'est devenu un peu des espaces de ressources et qui créent du lien social. Et du coup, moi, dans mon enquête, c'est ça qui était marrant, c'est que finalement, ils ne parlaient pas de nouveaux arrivants, alors que ça reste le discours. Mais ils parlaient de tout le lien social que ça avait permis, de trouver aussi des populations très éloignées. Ils se sont rendus compte que finalement, dans leur population locale, ils pouvaient avoir des besoins spécifiques justement en coworking. Par exemple, les agriculteurs, ils ont une grosse part d'administratif et ils auraient besoin de services de support là-dessus. Donc, ce qui est marrant, c'est que finalement, la stratégie qui était très on va être moderne, coworking, attirer des créatifs, etc., les a amenés vers complètement autre chose qui fonctionne, mais pas du tout pour les raisons pour lesquelles ils avaient imaginé ça. Et du coup, Aurélie, excusez-moi, j'aimerais donc savoir si, est-ce que vous pensez que même si l'idée d'attirer des nouvelles populations a échoué dans l'expérience de la Lozère, mais est-ce que vous pensez que ça a réussi ailleurs, attirer une nouvelle couche sociale, l'attractivité du territoire? Est-ce que vous pensez qu'ailleurs, ça réussit? En fait, je pense que ça dépend moins d'avoir créé des services de coworking que du territoire en lui-même. C'est-à-dire, le gros problème de la Lozère, c'est que c'est extrêmement isolé. C'est-à-dire que la préfecture n'a pas de gare dedans. Et pour aller à Montpellier, donc, qui est la grande ville la plus proche, je crois que c'est plus de 3 heures de train. Paris, c'est 7 heures. Donc, en fait, je pense que ça dépend moins de ça que de l'endroit en lui-même, ce qui permet ou pas. Et notamment, les travailleurs indépendants, ils ont besoin de pouvoir se déplacer pour voir leurs clients, etc. Donc oui, il y a des territoires qui réussissent à attirer, mais c'est des territoires qui étaient souvent déjà assez attractifs. C'est des métropoles. Nantes, par exemple, attire beaucoup de ce type de population, mais pour beaucoup plus de raisons que ça. D'accord. La question suivante, du coup, serait, étant donné que c'est un phénomène assez récent, le coworking, mais on a quand même déjà une sorte de feedback de quelques années, on peut regarder en arrière et voir quand même ce qui s'est déjà un peu passé. Est-ce que, il y a un modèle de coworking ou de tiers-lieu qui commence à prédominer sur les autres, on pourrait dire, ou est-ce que c'est encore vraiment une recherche expérimentale de modèle avec quelque chose de très disparate? Chaque coworking fonctionne à sa manière. Est-ce qu'on commence à s'accorder un peu sur un modèle de coworking ou est-ce que c'est à chaque fois une nouvelle expérience, un nouveau test? La question s'adresse à... Moi, je Ah, peux tout. éventuellement répondre si... Oui, bien En fait, sûr. je me suis rendu compte, on a fait quelques interviews d'acteurs dans la région. Alors, attendez, il faut que j'enlève ma caméra. Voilà. Voilà, vous m'entendez là? Oui, On a très fait bien. donc des entretiens. Alors, moi, je suis vraiment sur la région Île-de-France. C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé encore ce qui se passait dans d'autres régions. Là, c'était l'idée d'aller rencontrer les acteurs et de faire connaître en fait leur lieu
et la façon dont ils avaient mis en place leur projet. Donc, on s'est rendu compte qu'on est allé voir plusieurs lieux très différents. Il y avait des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux de l'économie sociale et solidaire, des tiers-lieux de l'innovation. Et on se rend compte qu'il y a autant de modèles économiques que de structures, en fait. Donc, on avait vu, par exemple, c'était un tiers-lieu de l'ESS, La Ruche à Paris, qui était un travail d'espace collaboratif qui était dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation sociale. Et le lieu est assez ouvert, connecté aux grandes entreprises. Il est complètement subventionné par la ville de Paris au démarrage. Et aujourd'hui, il a réussi à trouver son financement propre avec un modèle assez traditionnel de faire payer le coworking, des activités d'incubation pour aider les entreprises à se créer et à se développer. Des recettes liées aussi à l'événementiel. Ils louent des espaces, en fait, c'est ce qui est le plus rentable. Jusqu'ici, ce qui était le plus rentable. Et ils ont des activités de conseil aussi pour accompagner les entreprises à se développer dans l'ESS et les entreprises à impact. Donc là, ça, c'est un modèle. Il y en a d'autres, des tiers-lieux culturels qui sont aussi développés. Il y en avait un dans la ville de Sevran qui est un tiers-lieu culturel en zone prioritaire, qui est à la fois un musée numérique, un Fab Lab, et qui est donc hybride, numérique, éducatif, etc., et qui impulse une dynamique culturelle sur un territoire qui est comme on dit, voilà, dans le territoire prioritaire politique de la ville. Et c'est l'État, via la préfecture et la ville de Sevran, qui finance le fonctionnement de ce lieu. Et en gros, c'est financer le salaire de l'animateur et mettre à disposition un lieu. Voilà, donc ça, c'est pour les modèles un peu plus subventionnés. Et puis, il y en a d'autres, des sociétés anonymes qui réussissent à équilibrer tout juste leur budget, peut-être en bénéficiant de quelques subventions au démarrage, mais qui après sont complètement indépendants des pouvoirs publics et puis mettent en place leur lieu en récupérant des recettes de l'allocation de leurs espaces. D'accord. Donc, on est toujours sur une grande diversité de structures et une recherche du modèle qui fonctionnera Je suis pas sûr mieux. qu'il y ait de recherche du modèle. Ouais, je pense pas qu'il y ait de modèle, en fait. A priori, il n'y a pas de recherche de modèle, hein, ça se saurait si on en avait trouvé un. Ça fait quand même depuis 2012 qu'on est sur ces... On ne cherche pas un Pardon. modèle le même Oui, pour on tout le cherche. monde. Ok. Et dernière question. On parlait tout à l'heure du coup des géants de l'immobilier Nextio ou Bouygues qui décident d'investir dans le coworking, qui attiraient jusque-là des plus petites structures ou des structures associatives. Qu'est-ce que ça implique pour le coworking en Île-de-France et en France? Est-ce que, par exemple, on est en train de rentrer dans un système où ce serait eux qui donneraient le là sur ce qui se fait ou ne se fait pas, ou au contraire, est-ce que le fait qu'ils s'intéressent à ça, ça légitimise le coworking? C'est pour savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que on parle de taille et de structures tellement différentes que c'est pas comparable. En fait, là, on voit que la dynamique a été stoppée net. En plus, WeWork est en train de faire faillite. La crise qu'on traverse les a encore un peu plus fragilisés. Voilà, je pense qu'on ne peut pas comparer les grands groupes et les petites structures. Ce n'est pas eux qui donnent le là, c'est-à-dire que les promoteurs immobiliers surfent sur la vague du coworking, essayent d'aménager leurs espaces pour qu'ils soient rentables et donc du coup essayent d'adapter leur offre immobilière aux nouveaux usages, mais ça ne reste que moins de 3% de l'ensemble du parc de bureaux en Île-de-France. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient vraiment majoritaires dans l'offre immobilière. Et après, sur les tiers-lieux en eux-mêmes, je ne pense pas que ce soit eux qui donnent le là. Je ne sais pas, je vais parler, je n'ai pas de tiers-lieu, je vais laisser Sébastien en parler, mais je n'ai pas l'impression qu'ils donnent le là de quoi que ce soit. Du coup, pour réagir un peu là-dessus, ouais, je pense qu'effectivement, il y a quand même un truc, je reviens sur ce que j'avais dit tout au début, sur l'utilisation du terme coworking un peu tout va. Est-ce que quand un promoteur immobilier se met à proposer des baux précaires dans des open space plutôt que des baux 369 de bureaux fermés, est-ce qu'il fait du coworking à partir de, enfin, c'est une vraie question à se poser parce que si c'est ça donné là, oui, c'est la mode en ce moment, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses derrière.
du coup, par rapport à ça, en tant que petit indépendant, moi, je ferais un peu le parallèle avec un restaurateur qui verrait un McDo s'ouvrir dans son quartier. Forcément, appréhension au début, il va me prendre tous mes clients, il est gros, il parle fort et tout ça. Assez vite, il y a quand même le constat que on n'est pas en train de vendre le même produit. Derrière, il y a une espèce d'effet de vase communicant où en fait, il y a effectivement des gens de chez nous qui partent chez eux parce que plus corporate, plus réseau pro, plus tout ça. Mais on a aussi du coup beaucoup de gens qui reviennent dans l'autre sens parce que du coup ils ont découvert ce que c'était que le coworking. En tout cas, ils ont commencé à comprendre et à essayer. Ils se rendent compte qu'en fait ces gros acteurs-là n'apportent pas une réponse satisfaisante, en tout cas pour leurs besoins. Donc, en fait, ils ont quand même fait de l'évangélisation pour nous. Et c'est vraiment une espèce de vase communicant. Je dirais que nous, à titre personnel, ça ne doit pas faire perdre grand monde ni gagner grand monde l'arrivée de ces gros acteurs. On a des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. Et après, il y a effectivement quand même ce qui reste un peu à la fin de tout ça, quand même une petite crainte que, comme pour le McDo, que tous les consommateurs commencent à se dire que c'est ça la restauration et que du coup, effectivement, ils galvaudent fortement le terme coworking. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des réseaux, c'est que peut-être qu'en tant qu'indépendant, on ne peut pas imposer notre vision, notre définition, enfin, faire voir notre vision, rendre visible notre vision de ce que c'est. Mais par contre, donc nous, on fait partie, par exemple, d'un réseau Île-de-France, ça s'appelle La Plus, c'est mieux. Je pense à la compagnie des tiers-lieux dans toute la région Nord, la coopérative des tiers-lieux en Aquitaine, où j'ai mélangé coopérative et compagnie. Mais l'effet de réseau, finalement, permet de créer ce contrepoids à ces gros acteurs pour faire valoir aussi du coup, la vision des choses qui était plutôt celle qui a porté l'essor du mouvement au début. Aurélie, si vous vouliez réagir sur la question. J'aime bien la comparaison avec McDo. Je trouve que l'analogie est parlante. Non, en tout cas, effectivement, pour l'instant, c'est assez minoritaire. Après, ce qu'on peut constater, ce qui produit, c'est peut-être une forme de standardisation. J'entendais un architecte une fois parler, j'avais bien aimé la formule d'esthétique de la friche. Et au niveau, vous êtes plusieurs à être étudiants en architecture, rien qu'au niveau architectural, je pense que ça serait intéressant d'étudier justement ces codes qu'ils essaient de reproduire. Là, on l'a vu dans les images que vous nous avez montrées au début. En revanche, sur les pratiques, on voit qu'effectivement, ils sont... c'est pas leur métier et du coup, ça a du mal à prendre tout ce qui va à côté du coworking, ce que tu disais, Sébastien, et plus pour ça que les gens viennent. Peut-être que la cible, là, c'est plus les entreprises qui veulent faire télétravailler des salariés de temps en temps ou en déplacement. Peut-être que c'est plus adapté pour du très ponctuel. C'est vrai qu'on parlait des gros acteurs aussi. Nextdoor, par exemple, a fusionné avec un opérateur du tourisme qui est devenu Vojo maintenant. Et c'est vrai qu'ils sont plus dans du service hôtellerie haut de gamme. En fait, on ne peut pas comparer du tout les tiers-lieux indépendants. Et quand on parlait de faire contrepoids, c'est tellement des finalités différentes que ça ne s'adresse même pas aux mêmes personnes, en fait. Je pense qu'il y a un côté serviciel haut de gamme dans les hôtels, enfin dans les coworking, on va dire haut de gamme. Et la preuve, ça a été cette fusion de Nextdoor avec le géant du tourisme. D'accord. Donc, en somme, corrigez-moi, peut-être que je dis une bêtise, mais au final, le fait d'industrialiser un petit peu ce principe de coworking fait qu'on perd les valeurs originales même du truc. Peut-être que je dis n'importe quoi. Moi, c'est plutôt si on regarde que ces acteurs-là, comme nous disons, c'est ça le coworking, oui. Si on regarde la réalité du paysage des acteurs qui font le coworking en tout, et qui, du coup, comme ils sont petits, parlent individuellement moins fort, je pense que non, les valeurs, elles sont loin d'être perdues. Au contraire, je pense qu'elles sont très loin. Oui, peut-être ça participe en fait à segmenter les coworking dans
Et donc ça, c'est une partie très spécifique, très réduite, qui s'adresse à un public, effectivement, qui ne vient pas pour toutes ces pratiques collaboratives, mais oui, c'est petit par rapport à tout ce qui existe. Mais c'est marrant parce que moi, ça me fait écho à des débats qu'on a eus il y a quelques années sur les différences entre coworking et télécentre. Il y avait c'était déjà une complexité à bien définir ce qui était l'un, ce qui était l'autre et ce qui faisait la différence entre l'un et l'autre. Et là, on a quand même clairement des acteurs qui sont en train de faire un truc qui est pile poil entre les deux. Et du coup, qui vont à un moment donné devoir quand même, à mon avis, créer une troisième définition de ça. Mais parce que parce qu'ils peuvent, enfin, vu les différences qui ont été faites à l'époque entre télécentre et coworking, c'est compliqué pour eux d'arriver et de préempter coworking. Merci beaucoup pour votre entretien et on va passer du coup à la troisième partie avec Mouna qui va continuer de vous poser quelques questions. Bonjour. Du coup, pour cette troisième partie, on va s'intéresser à l'échelle des pratiques et donc du microcosme des espaces de coworking. Je vais vous poser plusieurs questions. Certaines vont être adressées aux trois et d'autres seront adressées à Monsieur Malcotti puisqu'il a un espace de coworking. Alors, pour commencer, ma première question, c'est quels effets ont les espaces de coworking sur les pratiques? Est-ce que cela génère des quartiers bobos autour de ces espaces-là ou au contraire, il est possible d'observer une mixité sociale? Et est-ce qu'il y a des entreprises dans le social ou seulement des grandes startups? Donc, on peut commencer avec Madame Karine, si vous voulez bien répondre à cette question. Ensuite, Madame Landon. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question? En fait, j'ai pas compris. Est-ce que ça génère une communauté de bobos autour de... Est-ce que ça change la physionomie de la ville ou... Pas nécessairement de la ville, mais des environs du quartier, en fait, des espaces de du coworking. quartier? Est-ce que... Oui. Je sais pas, on pourrait dire que ça participe à une certaine gentrification, hein. On se rend compte par exemple dans les territoires qui sont juste après le périph', donc c'est plus la zone centrale, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris. On se rend compte qu'il y a énormément de lieux qui émergent aussi, qui sont liés à une nouvelle population qui émerge. Donc voilà, qui de la fout de la poule, je ne sais pas, mais en tout cas, elle répond à une demande qui arrive et elle attire aussi un certain nombre d'actifs sur ce territoire. D'accord, donc on retrouve Qui pas peut être exclusivement intéressé. que... D'accord. Ils peuvent être intéressés par cette offre que propose la ville. D'accord. Et vous, Madame Landon, comment vous répondriez à cette question? Oui, bah, je rejoins Madame Camor, c'est-à-dire l'œuf ou la poule, c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, donc, bah, évidemment, le coworking, ça s'adresse plutôt à l'origine à une classe sociale un peu spécifique, qui sont des indépendants, donc qui n'ont pas forcément un très haut capital économique, mais culturel, social, etc., assez élevé. Donc, voilà, ça cible quand même ce genre de population. Et puis, pour le coup, moi, dans le programme que j'avais étudié, je vous en parlais brièvement tout à l'heure, ça commence à être utilisé parfois comme un outil parmi d'autres qui permettrait d'attirer de nouvelles populations dans un quartier. Donc à Euroméditerranée, c'est le cas. Ils ont pensé vraiment un espace qui serait coworking, Fab Lab, etc. Dans une friche qu'ils sont en train de réaménager, qui était une friche extrêmement délaissée et puis avec un quartier extrêmement pauvre. Et donc le but, c'est de faire venir plutôt des classes moyennes sup. Et ça fait partie de la stratégie en fait d'implanter ce type de lieu en se disant que ça va faire venir des classes moyennes, voire supérieures. D'accord. Et vous, Monsieur Malcotti, en tant que cofondateur de Studio Singulier, qu'est-ce que vous pouvez observer quant à la fréquentation de ces espaces de coworking et des environs? Alors, évidemment, enfin, typiquement, le quartier où on est, qui est d'ailleurs encore un quartier politique de la ville, est un quartier qui est en forte mutation et avec une évidente gentrification. Mais je rejoins les deux prédécessrices. L'œuf ou la poule, c'est très compliqué de démêler les deux parce que c'est quand même un mouvement qui est quand même très généralisé, qui a mis
1000 leviers pour être activés. Oui, le quartier a changé. Est-ce qu'on a contribué au changement du quartier ou est-ce qu'on a profité des changements du quartier? Vraiment incapable de répondre à cette question. D'accord. Bah, je vais rebondir du coup sur la question suivante qui est pour vous, Monsieur Malcotti. Comme vous proposez dans vos espaces des équipements high-tech, des scanners, des imprimantes de haute qualité, des accès par badge, en bref, votre espace de coworking est très bien équipé. Et comment vous faites justement pour être rentable et tout en proposant des prix qui restent quand même accessibles aux gens? Alors, déjà, tout dépend de ce qu'on appelle rentable. On va commencer par là. Non, bah, du coup, la question, c'était. On n'a jamais monté ça comme un projet entrepreneurial. On aurait bien aimé en vivre, mais ça n'a jamais été quand même le fond du projet. Comme je disais, on était trop indépendants avec des cœurs de métier déjà définis et tout ça. Donc, comment on a fonctionné, comment on a bientôt 9 ans. Nous, et je pense que c'est un peu un cas extrême, mais c'est quand même quelque chose qui peut un peu s'appliquer, c'est d'avoir un fonctionnement ultra agile. On a un budget de lancement du projet de 30 000 euros. Maintenant, ça a largement augmenté le ticket d'entrée, je pense. On n'a pas de RH avant 2015, donc on ouvre 1er septembre 2012. Justement, c'est pas forcément que par choix aussi, parce qu'on ne savait pas forcément bien faire. Mais en tout cas, on n'a pas eu ni d'investisseurs, ni de subventions, donc on a eu une liberté d'action de 100% qui nous permettait vraiment d'ajuster le tir en temps réel en permanence. Et surtout, notre secret, c'est de s'être appuyé sur tout un ensemble d'acteurs bénévoles qui ont su profiter, nous les premiers, des autres externalités positives de ce que génère un espace de coworking. Donc, comme je disais, les fondateurs, nous, ça nous a permis quand même de bien lancer notre activité professionnelle. On est tous maintenant des professionnels à peu près épanouis dans nos cœurs de métier. De la part aussi des coworkers qui dépassent largement leur rapport de client d'un service, puisqu'ils font plein d'autres choses. On les implique quand même aussi de plus en plus dans la gouvernance, même dans les activités de l'espace. Et par exemple, les 200 intervenants qui sont venus faire des conférences lors des conférences qu'on donnait tous les mercredis midi, parce que Covid oblige. Et du coup, par rapport à ça, tout ça crée en fait des gens qui sont impliqués. Donc, qui dit impliqué dit qui reste. Et donc, il y a cette communauté qui commence à marcher, être intéressante pour des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, en fait, nous, le secret, c'est le dévouement, entre guillemets, et l'esprit d'équipe ou de communauté qui existe dans le lieu. Et donc, je voulais quand même juste rajouter un truc, c'est que du coup, nous, aujourd'hui, parce que quand même, on l'a un tout petit peu évoqué au début, mais le Covid, pour les tiers-lieux, c'est à peu près c'est un poison terrible. Je n'ose imaginer le nombre qui vont fermer là dans les mois qui viennent. Donc, nous, aujourd'hui, on s'apprête justement à migrer en SIC. On était donc une association. On s'apprête à migrer en SIC justement pour impliquer un peu plus fort toutes les parties prenantes, que ce soit un nouveau partenaire du coup qui va rentrer comme partenaire financier, mais aussi les coworkers pour que du coup un peu continuer à solidifier ce socle-là pour que finalement la structure devienne pérenne, même si c'est finalement pas ce modèle économique la lucrativité de ce modèle économique qui la rend pérenne. D'accord. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous avez bien répondu. Et Madame Landon et Camor, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, juste un petit constat, mais que j'avais déjà beaucoup vu je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Sébastien, c'est que finalement,
Ce qui fait l'intérêt du coworking n'est pas du tout ce qui le rend rentable. Et c'est peut-être ça la grosse tension qu'il peut y avoir aussi pour faire tenir des coworking, quoi. Ça me permet de rebondir sur la question suivante qui est du coup, comment vous considérez les personnes qui se rendent à aux espaces de coworking en général ou à votre espace de coworking en particulier? Est-ce que ce sont des clients, des collaborateurs? Comment vous les renommez? Et comment ils sont renommés de manière générale? Je m'adresse à vous trois. Tu commences à répondre, nous on les appelle nos coworkers, comme ça, c'est tous les problèmes. Parce que je pense qu'on est sur une relation qui est très tiers, c'est-à-dire qu'on est effectivement clairement pas sur des collègues, mais clairement on a quand même un rapport commercial avec eux. Et je pense surtout que, alors ça, je suis incapable de dire si c'est très propre à nous ou pas, mais je pense que dans tous les cas, une relation, ça se passe quand même à deux et que en fait, les gens ne viennent pas toujours y chercher la même chose. Donc en fait, on a aussi une relation qui est adaptée à ce que tous ces gens viennent y chercher et y donner. C'est-à-dire que enfin, il y a des gens qui vont être très actifs dans le collectif, donc évidemment qu'on va avoir plus des liens plus familiers avec eux, alors que d'autres sont quand même dans une consommation d'un service. Donc là, on est sur un rapport plus client-fournisseur. Encore une fois, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une réponse absolue pour ça. En tout cas, c'est un truc qui n'est pas très clair dans notre tête non plus. Voilà. Peut-être moi, je peux donner deux exemples aussi qui montrent un peu le tiraillement et comment on peut considérer les gens. Dans ce que j'avais vu dans mon enquête, il y avait, je ne sais pas si je vais pas les citer leur nom, mais un très gros opérateur de coworking qui disait qu'en fait, les coworkers, c'était très pratique, c'était leurs ambassadeurs bénévoles parce qu'ils avaient tout un tas de services derrière, d'accompagnement, d'incubation d'entreprises, etc. Et donc, en fait, ils chargeaient des coworkers réguliers d'accueillir les nouveaux et ils disaient très clairement, en fait, ils nous permettent de faire gratuitement le travail qu'on n'a pas le temps de faire. Bon, ça, c'est un premier rapport. Et puis, à l'autre extrême, il y avait justement en Lozère ces coworking qui étaient tenus par des personnes des collectivités territoriales, donc qui n'ont pas du tout cette habitude d'un rapport aux usagers, d'être dans une réponse à des demandes un peu larges et qui étaient un peu justement dépassés par ce qui se passait, alors qu'ils ont l'habitude, d'habitude, ils délivrent un service très précis du service public. Et là, à l'inverse, donc eux, par contre, parlaient d'usagers. C'était leurs usagers, mais les usagers les dépassaient un peu par les nouveaux usages, justement. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Et vous, Madame Camor, est-ce que... Nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs, les usagers. Moi, je n'ai pas de lien direct non plus avec eux, mais de ce que je peux voir de la façon dont les animateurs de lieu en parlent, ouais, c'est plutôt des coworkers ou des usagers. Ok, et j'ai une autre question. Pardon. Un tout petit truc là-dessus. Je pense qu'il y a une maladie de l'opérateur de coworking qui va arriver aussi, c'est que cette gestion-là quand même de relations très multiples et complexes qui sont toujours en train de se rééquilibrer, c'est épuisant. Sur la durée, c'est pas un métier si facile que de boire des cafés avec tout le monde. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, comme je le disais, c'était pas un projet entrepreneurial et qu'on a chacun continué nos activités à côté parce que c'est honnêtement cette gestion-là justement de la relation tiers en permanence qui se redéfinit, c'est très fatigant. Voilà. D'accord. Le burn-out social est, à mon avis, la maladie de l'opérateur du coworking. D'accord. Et j'ai une autre question, c'est concernant les critères d'implantation à prendre en compte pour son espace de coworking quand on est fondateur. Et du coup, ça s'adresse à vous trois. Et du coup, dans votre cas, à vous, Monsieur Malcotti, vous avez déjà abordé un petit peu ça tout à l'heure, mais quels sont les critères qui sont pris en compte en général avant de choisir son lieu d'implantation? C'est les critères des gens qui ont des primo-utilisateurs du lieu.
alors, en plus, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que je trouve que c'est très difficile de faire une analogie entre 2012 où on ouvre et où on devait être quatrième ou cinquième parisien et où on se mettre dans le 18e, c'était accessible au quart nord-est parisien. Et aujourd'hui, où il y a quand même une chance sur deux qu'il y en ait un 2 rues à côté de là où vous voulez vous installer, et où, du coup, justement, cette réflexion sur le positionnement est très différente. Et du coup, pour reboucler sur ce que vous posiez tout à l'heure comme question sur en dehors des hypercentres, je pense que c'est quand même ça, quand même une opportunité, c'est qu'il n'y a pas cette surconcurrence-là. Donc, quand même, il y a moins peut-être ce problème d'attractivité à une rue ou deux près. Voilà. Alors nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, il y avait un coût de l'immobilier qui était quand même à prendre en compte. Hein. C'est un poste de dépense important. Il y avait des effets d'agglomération aussi, des externalités positives qui étaient faites. Si il y a beaucoup d'espaces de coworking, ça peut aussi faire dans une zone un petit peu de vitalité locale avec des aménités urbaines, des centres commerciaux, des centres culturels, des cinémas, etc. Ça attire aussi pas mal de personnes qui cherchent aussi un peu une vitalité, une énergie près de ces lieux. Il faut qu'il y ait une connectivité aussi. On a remarqué qu'il fallait que ce soit aussi soit un parking, soit une gare. Il faut que ce soit accessible, en fait, tout simplement. Et voilà, enfin, c'était quelques éléments qu'on a pu constater comme ça dans les critères d'implantation des tiers-lieux. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, la SNCF a justement mis en place le concept de work and station. Et du coup, on retrouve certaines gares où ils créent des espaces de coworking. Alors ça, effectivement, ils appellent ça coworking et même tiers-lieu dans la région. Si vous voulez, nous on regarde un petit peu la base des tiers-lieux par rapport à la politique. Et ça nous pose quand même bien question. Le micro-working, ils appellent ça. Et en gros, c'est un poste de travail qui est disponible dans les gares, ce qui est très bien, mais ça n'a rien à voir avec un tiers-lieu. Donc voilà, il y a aussi, on mélange énormément de choses et c'est toujours bien de pouvoir essayer de faire comprendre quels sont les sens en fait, de tous ces lieux qui ont, c'est pas les uns contre les autres, il n'y en a pas un modèle qui prime sur l'autre, c'est juste que c'est tellement différent qu'on ne peut pas en faire des généralités et étudier le micro-working comme étant un tiers-lieu, c'est juste une aberration. Ok, parce qu'il me semble qu'ils ont créé différentes catégories, justement, le micro-working et les espaces de coworking. Ils ont repris des bureaux qu'ils ont réhabilités et proposé de vrais espaces de coworking. Il y en a, j'ai oublié le nom, mais en dehors de Paris. Ouais, nous, pour l'instant, on était resté au micro-working, c'est juste un poste connecté dans une gare, voilà, pour permettre aux usagers de la SNCF de pouvoir travailler, ce qui est très bien. Après, peut-être qu'il y a des espaces qui sont envisagés et qui vont être convertis en coworking, mais ce sera du bureau mutualisé. Pour l'instant, je ne vois pas comment ça peut être du tiers-lieu tel que Sébastien et les fondateurs l'entendent. Ok. Du coup, je voulais demander à Monsieur Malcotti dans quelle mesure Studio Singulier peut être qualifié d'outil marketing urbain ou au contraire comme un levier de développement social. Je ne prends pas parti, c'est une question neutre. Non. Je réfléchis à la réponse pour être quand même un peu politiquement correct. Je pense que sur les 9 dernières années, on a beaucoup été utilisé comme effectivement comme outil. Et du coup, c'est pas un outil, c'est un outil de communication. C'est pas un outil, c'est-à-dire la collectivité, du coup, la mairie du 18, c'est un peu appuyé sur nous pour dire qu'il se passait des choses. La RIVP, c'est pas mal appuyé sur nous pour dire qu'il se passait des choses. Donc, c'est finalement l'image qui est un peu récupérée. C'est l'image qui est un outil de marketing territorial. C'est pas vraiment en fait ce qui s'y passe. Je trouve que c'est l'image parce que ça a été pendant 3-4 ans le mot super à la mode, avec je ne sais pas combien aussi qui ont été ouverts. Peut-être jamais personne n'est venu parce que justement, on a juste mis des tables, des chaises, on s'est dit cool, ça va attirer des développeurs et des web designers. Donc, par contre, socialement, je pense qu'on a un taux de défection très faible et aussi un taux de faillite ou de
fin des entreprises qui sont chez nous très faible. Donc, en ce sens-là, oui, c'est un vrai rôle social. Ça permet à ces gens-là qui ne sont pas non plus forcément le public des incubateurs, qui ne sont pas là, qui sont pas des gens qui sont chez nous, qui ont l'ambition de monter une licorne, en fait. Ils sont là parce qu'en fait, ils ont une expertise professionnelle et qu'ils vivent de leur expertise professionnelle en tant qu'indépendants ou toute petite structure. Et ils n'ont pas pour objectif de devenir énormes. Ils ont pour objectif plutôt de bien faire leur travail et voilà. Et donc, finalement, pour ce public-là, je pense qu'il y a un vrai rôle social. Voilà. D'accord. Et du coup, j'aimerais bien, pour conclure, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette troisième partie, avant de discuter avec la classe et conclure. Et j'aimerais que, s'il vous plaît, chacun de vous me dise en quelques phrases son avis personnel, pas forcément en lien avec Studio Singulier, mais de manière générale sur le fait que est-ce que donc, les espaces de coworking sont des outils marketing, au contraire des leviers de développement social, et vous pouvez, votre avis personnel, à vous. En 2 phrases. Je peux bien commencer. Je pense que c'est difficile de répondre dans l'absolu, en fait. Ça dépend qui l'utilise. C'est-à-dire, oui, ça peut être un outil de développement social, comme disait Sébastien. Ça consolide aussi des gens dans leurs expertises, ça les sort de l'isolement, etc. Et en même temps, c'est aussi un espèce de label de modernité. Enfin, moi, je l'avais vraiment vu en Lozère où le but, c'était de passer à la logique tiers-lieu, ils appelaient ça. Et donc, c'était de reprendre des codes esthétiques, de communication, du langage pour montrer qu'on est dans la modernité. Donc, je pense que ça dépend plus qui l'utilise que dans l'absolu. Moi, en ce qui me concerne, d'un point de vue tout à fait personnel, je trouve que c'est un outil social. J'habite à Malakoff et il y a 2 tiers-lieux, un espace de coworking et un tiers-lieu, et dont un a récemment ouvert, la Trésor. Et je trouve que ça participe complètement à la ville collaborative, à ce qu'on appelle la ville collaborative, c'est-à-dire que ça s'appuie sur des logiques il y a un Fab Lab, donc les artisans qui sont de la ville peuvent venir travailler dans cet espace. Ils sont aussi dans une logique de distribution de paniers bio, donc tout ce qui est circuit court. Il y a toute une idéologie derrière. Ils travaillent beaucoup aussi avec les associations qui sont très moteurs aussi sur Malakoff. Moi, je trouve qu'ils participent complètement à faire vivre. C'est un petit peu l'enjeu, c'est-à-dire que ça ne devienne pas un lieu pour bobos, mais que ça devienne vraiment un lieu qui intègre toutes les parties prenantes de la ville. Ça, c'est personnel. D'accord. J'y crois, moi, justement ce qui m'intéresse. Ok. Et du coup, Monsieur Malcotti, vous y avez répondu en ce qui concerne votre espace de coworking, mais de manière générale, c'est quoi votre avis sur le sujet? De manière générale, moi, je dirais que dans un monde idéal, les deux ne s'opposeraient pas, à savoir si c'est un indicateur pour les collectivités ou pour les territoires pour pour prouver qu'effectivement ils sont actifs, attractifs pour certaines classes de population, pourquoi pas. Par contre, je pense que ça ne doit pas devenir la raison d'exister de ces espaces-là. Et je pense personnellement que les espaces peuvent faire leur travail social en interne tout en servant d'outils marketing territorial pour d'autres, dont les collectivités. Je pense qu'idéalement, ça ne devrait pas s'opposer. D'accord. Je vous remercie beaucoup tous les 3 pour vos interventions. On va passer à la conclusion. Je vais laisser la parole à mes camarades et ensuite on va avoir 20 minutes pour discuter avec les invités, les membres de la classe. Pardon. Alors, du coup, pour conclure rapidement, on se rend compte que la définition exacte d'un espace de coworking ou d'un tiers-lieu reste complexe. On a encore des confusions entre qu'est-ce qu'un espace de coworking ou qu'est-ce qu'un tiers-lieu, comment les différencier et comment les distinguer les uns des autres. On se rend compte qu'il y a trop de modèles pour en définir un prototype, pour en définir un modèle type. Pour vous, Sébastien Malcotti, l'espace en lui-même, il ne suffit pas à faire un tiers-lieu. Il dépend vraiment de l'usage qu'on en fait. Il ne suffit pas de mettre des tables et des chaises pour créer un tiers-lieu, un espace de coworking. Vous mettez l'accent sur l'usage qu'on fait de ces espaces pour en permettre d'en créer des lieux de vie, d'activité et d'échange.
Pour vous, Karine Carmor, il y a autant de tiers-lieux qu'il y a de territoires, je reprends vos termes, donc on donne vraiment l'accent sur l'aspect territorial de l'implantation de ces espaces. Excusez-moi, parce que je reprends un peu mes notes en même temps. Oui, donc pour vous, il y a une vraie dimension sociale dedans qui doit répondre aux besoins des habitants. C'est également des sites qui permettent de créer des rencontres et des échanges entre les différents acteurs d'un territoire. Vous prenez l'exemple il y a quelques instants d'un espace dans lequel on vient créer d'autres activités avec les paniers d'échange que vous disiez, enfin vraiment un lieu de vie. Les conditions d'implantation aussi restent compliquées à définir. On a le sujet du coût de l'immobilier qui est revenu, qui reste un élément majeur. On se rend compte aussi que l'espace de coworking il tend à s'insérer dans des territoires dynamiques, pour les dynamiser certes, mais il y a quand même besoin d'une certaine vie, d'une certaine présence, notamment avec la connectivité, la présence de commerce, de centres culturels ou d'autres espaces de coworking qui sont des facteurs d'implantation. La question de la rentabilité de ces espaces est également revenue sur la table. Vous-même, Sébastien Malcotti, vous disiez que vous n'étiez pas dans une démarche entrepreneuriale, qu'on se rendait bien compte que la question du financement restait complexe et que la question de la rentabilité du modèle était encore à questionner. Donc peut-être qu'on n'a pas encore exactement trouvé le modèle, du moins ce que j'en comprends, le modèle qui permettrait la rentabilité pour tous. On voit qu'aujourd'hui, et notamment avec la crise du Covid, beaucoup d'espaces ont dû fermer. Peut-être que ça se rapporte à la dimension dont vous parliez tout à l'heure, du fait du manque de l'appropriation des espaces selon leur usage et pas seulement leur territoire et des grands titres. Et enfin, la question principale, donc si ces espaces sont des outils de marketing territorial, donc la réponse est balancée. À la fois, ces espaces permettent des choses, mais il y a en même temps... attendez. Oui, donc en effet, ces espaces permettent certes de dynamiser des territoires, ils permettent d'organiser des rencontres et des échanges, mais toutefois, on se rend compte dans certains projets, donc là, ça dépend vraiment des acteurs individuellement, qu'est-ce que chacun propose et comment chacun développe son projet d'espace de coworking, que pour certains espaces, et c'était l'exemple que vous repreniez, Aurélie Landon, certains utilisent plus la logique de tiers-lieu, comme vous disiez. On reprend des grands titres, on reprend des grands principes pour venir justifier de telle ou telle politique publique mise en place par des communes et des territoires. C'est pas mal. Du coup, peut-être que si des personnes, peut-être que vous voulez réagir à cette conclusion, peut-être que j'ai mal repris vos propos. Peut-être c'est une réaction, sinon on passe aux questions de la classe. Non, moi je trouve que c'était très bien, c'était assez fidèle à tout ce qui s'est dit, donc bravo. On ne vous entend pas, monsieur Malcotti. Vous avez coupé votre micro. Pardon. Je disais juste sur cette question de modèle où vous disiez qu'on ne l'avait pas trouvé. Moi, j'insisterai sur le fait qu'on ne cherche pas un modèle qui réponde à tout. Parce que si on cherche, enfin, si ce n'est pas un objectif recherché, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais du coup, il faut peut-être regarder les choses d'un œil un peu différent. C'est peut-être un modèle de fonctionnement qui essaie d'être mis en place plutôt qu'un modèle de rentabilité. Des valeurs que le coworking essaie de porter. Ouais. Du coup, pour répondre à ça, vous nous disiez tout à l'heure, donc avant la conférence, que maintenant la dynamique de votre projet de tiers-lieu n'était plus avec une expansion nationale et internationale, peut-être pas ou plus, je ne sais pas quel terme utiliser, mais est-ce que par rapport au moment où vous avez donc créé cet espace, décidé de vous lancer dans ça, est-ce que depuis votre orientation de développement a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous avez dû changer votre dynamique? Je ne sais pas comment le dire. Je caricaturais en répondant presque tous les jours, mais oui, évidemment qu'elle a changé. Évidemment qu'elle a changé, déjà de manière un peu par rapport au marché global, c'est-à-dire que quand on est ouvert, encore une fois, on était 5-6, qu'est-ce qui se passe quand on est 150, qu'est-ce qui se passe quand on est 500 il
du coup, on n'a quand même plus tout à fait le même positionnement. Je pense qu'il a aussi évolué parce qu'on a grandi, que le développement d'un réseau national ou international, on a vu aussi ce que c'est que le métier. Ce que je disais, c'est un métier, honnêtement, qui est socialement très, très fatigant. Donc, on s'est aussi rendu compte que c'était plus forcément, en fait, ça n'était pas notre ambition et que ça n'allait pas le devenir. Comme je le disais aussi, on s'est beaucoup appuyé sur le dévouement, ou pas dévouement, mais sur le fait de profiter d'autres externalités positives que financières. Et tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Et qu'à titre personnel, on a tous les trois eu des enfants. Et qu'aujourd'hui, la force vive de notre espace, il n'a jamais été autant dans la communauté qu'aujourd'hui. Et que du coup, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de renforcer les liens de cette communauté. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous, on est sur une migration coopérative pour que justement tout ça est un peu un ciment un peu plus défini que ce qui est aujourd'hui, où on est quand même beaucoup dans l'informel pour tout ça. Donc oui, nous avons pivoté en termes d'ambition toujours. Du coup, maintenant, je pense qu'on va passer au dialogue étudiant et invité. Donc, si vous avez des questions, c'est moi qui vais être l'intermédiaire pour distribuer la parole. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors oui, moi, j'en ai. Jonathan? Oui, c'est ça, oui. Ok. Tu as une question pour qui? Alors en fait, j'avais deux questions en une. Alors du coup, déjà merci pour l'exposé qui a été fait, puisque on a pu voir de manière générale quels étaient les enjeux des espaces de coworking et des tiers-lieux. Et du coup, moi j'avais deux questions. Alors je voudrais d'abord revenir sur un terme qui avait été dit pendant l'introduction. Alors je n'avais pas bien compris, c'était le terme génération Y. Donc c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Et j'avais également une question pour Karine Camor par rapport à ce qu'elle avait signifié par rapport au tiers-lieux en zone rurale. Elle disait que justement, les zones rurales, ce n'étaient pas forcément des zones favorables pour l'implantation de ces espaces en raison du fait qu'il y aurait plus d'espace, notamment dans les domiciles. Mais du coup, quid des nouveaux espaces qui émergent, notamment dans les centres-bourgs, par rapport justement à une volonté de redynamisation et aussi le développement du télétravail qui fait émerger de nouvelles pratiques dans les centres-bourgs par rapport à des nouvelles implantations de- des espaces de coworking. Alors, je voudrais simplement savoir s'il y avait un nom pour qualifier ce phénomène par rapport à l'émergence de ces espaces dans les centres-bourgs très récemment. Vous voulez que je réponde maintenant? Oui, si vous pouvez maintenant, s'il vous plaît. Alors effectivement, je disais que c'était pas tellement le modèle n'avait pas encore trouvé en fait d'usagers potentiels dans les zones rurales. C'est plus difficile en fait parce qu'on se rend compte que les salariés en télétravail, ils étaient très très peu nombreux. Alors effectivement, il y a eu le confinement et puis maintenant, on se rend compte que les salariés en télétravail, ils sont de plus en plus nombreux. Donc exercer son télétravail à domicile, c'était beaucoup plus facile en zone rurale parce que les espaces étaient beaucoup plus grands. Donc il n'y avait pas de problème de manque d'espace comme on peut avoir dans les appartements parisiens quand on est une famille et qu'on est indépendant et qu'on n'a pas de place pour travailler. Donc on essaie de trouver un endroit... un espace de coworking ou un tiers-lieu. Là, c'était c'était dans le sens où c'était moins vrai en zone rurale, puisque les prix de l'immobilier étant moindres, on peut avoir un logement plus grand et avoir un espace pour travailler. Mais c'est vrai que la crise de la Covid a complètement rebattu en fait, les cartes et a accéléré le télétravail. On avait fait une enquête, nous, Ipsos, pour l'Institut Paris Région, qui montrait que 39% des salariés étaient en télétravail pendant le confinement, contre 18% avant la crise, et qu'ils sont plus de la moitié à avoir envie de continuer
le télétravail. Donc, on peut imaginer qu'il y ait une nouvelle demande qui s'exerce dans ces territoires ruraux ou dans ces centres-bourgs d'une clientèle, enfin, d'usagers, d'utilisateurs qui seraient en télétravail. Après leurs termes et comment les désigner, je n'ai pas de données là-dessus. Jonathan, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'elle a dit? Tu as d'autres questions à lui poser? Il y avait une question sur la génération Y. Pourquoi Oui, est-ce que mais ça... je demandais par rapport à Karine Camors. Comme ça, après, tu parles de la génération Y. Jonathan, on ne t'entend pas? Non, du coup, ça a été très clair. Et puis, c'est vrai que c'est comme c'est un phénomène assez récent, ça doit être assez compliqué à qualifier. Mais je pense que si d'ici quelques années, le phénomène perdure, du coup, il y aura peut-être des travaux ou une appellation qui viendra par la suite. Ok, très bien. Merci, Merci, Madame Camors. Dire là-dessus, moi, je pense que c'est ce qu'on peut appeler des tiers-lieux, justement, c'est-à-dire des espaces un peu flous où on met des ressources en commune, où on peut trouver des usages qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin, dans le programme sur lequel on bossait, il y avait notamment un tiers-lieu dans le centre-ville de Guéret, dans la Creuse, qui était la quincaillerie numérique. Et en fait, qui était parti des besoins en usage du numérique et finalement qui était un espace où on pouvait un peu tout faire. C'est-à-dire, il y avait des échanges de graines, il y avait des soirées jeux. Et je pense que le tiers-lieu recoupe bien un peu ces espaces flous, mais qui cherchent à regrouper des gens et des activités. Ok, très bien. Si jamais M. Malcotti voulait rebondir sur cette question-là, vous pouvez. Non. Ok, du coup, est-ce que Nathan, tu peux répondre à la question sur la génération Y, s'il te plaît? Ah oui, alors la génération, on parle de la génération Y, parce que du coup, c'est la génération qui du coup, est née entre les années 80 et les années 90, donc les gens qui ont aujourd'hui une trentaine, une quarantaine d'années, dans ce gabarit-là. Et du coup, ça, c'est une génération qui a évolué en même temps que le numérique, donc à partir des années 2000 et la croissance exponentielle des outils numériques. Et c'est une population qui, donc c'est la phrase que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais qui résume assez le contexte, c'est la première génération qui craint plus pour l'avenir que pour le présent. Donc, c'est une certaine défiance envers ce qui nous attend, en quelque sorte. Et cette défiance, elle conduit à un certain scepticisme envers les modèles qui sont préétablis. Et ces générations cherchent de plus en plus à se détacher du modèle de leurs aînés et de leurs ancêtres, enfin des générations passées. Et ça se traduit par de ce qu'on a trouvé dans les documents qu'on a pu lire, ça se traduit par une volonté de cette génération de mettre plus de considération dans leur propre place au sein d'une société, propre place au sein de leur milieu de travail. Le temps dédié au temps libre a vachement augmenté, donc les gens ont de plus en plus d'attentes par rapport à leur système de travail. Je ne sais pas comment résumer ça, mais... attendez, je sais pas ce que j'ai... À leur rapport au travail, peut-être? De ce qu'on a lu, de ce qu'on s'est renseigné, de ce qu'on a compris, c'est une génération qui quitte plus facilement un emploi et qui cherche plus d'individualisme et plus d'autonomie. Et c'est une génération qui cherche à avoir qui cherche plus de confiance, ouais, et d'autonomie. Et c'est un modèle qui pousse vers plus d'entrepreneuriat et d'un système d'auto-entrepreneuriat qui permet plus de flexibilité sur les horaires, donc plus adapté à son propre emploi du temps, donc plus à l'individualité de chaque personne, et aussi par rapport au lieu, donc permettre de travailler, de sortir du cadre du bureau traditionnel comme l'étaient les générations d'avant, avec une volonté aujourd'hui de plus se détacher de ce modèle. Je me répète un peu du coup, mais... Est-ce que ça répond bien? Oui. Ok, très bien. Du coup, il nous reste 6 minutes encore de questions. Est-ce qu'un autre étudiant aurait une question aux invités? Je crois que Sabrina Besson a une... Est-ce que vous m'entendez? Vincent, oui, on t'entend. Oui. Il y avait une carte assez intéressante sur la localisation des lieux de coworking dans Paris Intramuros. Et en voyant cette carte, je me faisais comme réflexion que il y avait une très forte implantation dans l'hypercentre et finalement, ça ne correspondait ni
ni aux zones où il y avait forcément le plus de bureaux qui sont peut-être plus dans le 8e arrondissement, ni aux zones où il y avait le plus d'habitants, enfin la plus forte densité d'habitants. Donc, qu'est-ce qui explique qu'il y ait une aussi forte concentration des lieux de coworking à cet endroit, dans l'hypercentre parisien, et moins dans des endroits finalement plus périphériques où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de place. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, alors moi j'ai peut-être un élément de réponse par rapport aux études qu'on a menées. C'est vrai qu'on a pu voir qu'il y avait une forte proportion d'indépendants, de freelance dans l'hypercentre parisien, dans l'est parisien et notamment dans le nord-est parisien, avec une concentration de ce qu'on appelle des actifs créatifs et culturels, avec beaucoup de graphistes, beaucoup d'entrepreneurs indépendants qui font qu'ils ont des usages, ils ont besoin de plus d'espace. Pour eux, ils n'ont pas d'entreprise, en fait. Ils ne sont pas salariés. Donc, du coup, il faut des espaces pour pouvoir créer ailleurs que dans leur domicile. Juste, il me semble que Sébastien Malcotti doit nous quitter. Donc, lui dire au revoir. Merci. On n'entend pas votre micro, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup encore. Merci. Désolé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du coup, il me semble que Madame Bresson, vous vouliez parler, c'est ça? Vous avez quelque chose à dire? Oui, je veux bien, mais je veux bien aussi laisser la parole aux étudiants s'il y a encore des questions des étudiants. Ah, je ne vous ai pas entendu. Je ne sais pas si ça venait de ma connexion, mais... Vous m'entendez là? Oui, Ouais, on ouais, t'entend. ouais. Ok, bon, j'y vais. J'ai une remarque, mais je ne veux pas prendre la parole si les étudiants ont d'autres questions. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire une sorte de parallèle ou de mise en perspective avec mes propres objets de recherche qui ne concernent pas du tout les espaces de coworking ou les tiers-lieux, mais qui concernent d'autres formes de pratiques collaboratives, puisque je travaille depuis maintenant plus de 10 ans sur la question de l'habitat participatif. Et je retrouve un peu, les mêmes questionnements, d'abord autour du flou terminologique qui en fait ou en fait décrit une diversité de pratiques. Derrière le terme coworking comme derrière le terme habitat participatif, je comprends qu'il y a une diversité de pratiques, d'exemples, de modèles, enfin ça vous l'avez expliqué. Et puis ce que je comprends aussi de ce que vous avez raconté, et j'observe exactement la même chose dans l'habitat participatif, c'est qu'à un moment il y a une sorte de basculement des choses entre les modèles que j'appellerais moi pionniers des fondateurs qui étaient incarnés par Sébastien Malcotti et Studio Singulier, et puis des formes d'institutionnalisation ou de reprise du modèle, notamment par la promotion privée, on l'a évoqué, même si je comprends que pour le coworking, ça reste vraiment à la marge. Et que finalement, on est dans ce moment un peu de basculement. Et moi, je me souviens de ce moment de basculement pour l'habitat participatif où, en fait, on disait, bon, ouais, c'est la montagne a accouché d'une souris et en fait, ça va rester un truc un peu à la marge qui est dédié ou approprié par des populations très spécifiques, culturellement favorisées. Vous les appelez les actifs créatifs culturels, plutôt une population militante ou la génération Y. Tout ça, c'est un peu la même idée. Et puis en fait, non, dans le cas de l'habitat participatif, ça a été plus loin parce qu'il y a eu notamment une forme d'institutionnalisation. Et alors, dans le cas de l'habitat, c'est les bailleurs sociaux qui s'en sont emparés dans les années récentes. Et là, on voit que finalement, les idées de l'habitat participatif diffusent, se répandent dans l'habitat social. Alors, ça prend d'autres formes, mais c'est vachement intéressant du point de vue du développement social et notamment du développement social des quartiers. Donc, on a beaucoup parlé de l'hypercentre parisien, mais moi, je me demande à quel moment, si c'est déjà en cours pour le coworking, mais d'après ce que c'est Karine Camor a dit, j'ai l'impression que oui, parce que l'exemple que vous avez donné à Malakoff ou à Sevran, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est est-ce que c'est en train de sortir des quartiers, on va dire, gentrifiés et de ces populations culturellement favorisées, et est-ce que c'est en train de faire des petits notamment moi je pense dans la banlieue parisienne, peut-être dans
pas dans le périurbain, mais peut-être dans la première couronne ou en Seine-Saint-Denis, par exemple? Et est-ce que du coup, ça participe au développement social des quartiers? Moi, j'ai l'impression qu'on est à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que Karine a répondu dans ce sens-là. Aurélie a répondu que dans ce qu'elle avait observé dans les territoires ruraux, pour le coup, ça prenait d'autres dynamiques. Mais je trouve intéressant de ce que ça pourrait faire, notamment dans les zones, dans les zones de la politique de la ville, en fait, dans les quartiers politiques de la ville. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve les similitudes assez frappantes. Et d'ailleurs, du coup, ce serait intéressant de faire une superposition des cartes du développement de l'habitat participatif et de ces espaces de coworking, de tiers-lieux. Oui, c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, je me suis souvent servi des travaux sur le participatif pour essayer de voir comment ils appréhendaient cette nébuleuse et comment ils en définissaient les contours pour réussir à le faire justement là-dessus. Alors moi, les exemples dont je vous parle, en fait, ça évolue quand même assez vite. Et les exemples dont je vous parle, dont je vous ai parlé précisément là aujourd'hui, c'est des exemples que j'avais étudiés il y a 4-5 ans. Et en fait, il y a effectivement, depuis, ça a quand même bougé, notamment en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de lieux qui commencent à se développer et il commence à y avoir une vraie politique avec des maisons de quartier, ce genre, enfin, avec des structures en fait qui existaient déjà et où ils commencent à essayer de mixer un peu les deux. Et puis il y a tout un truc qui se développe. Alors ça c'est un peu plus long. C'est tout ce qui est urbanisme temporaire. Donc au début ça s'est fait sur des lieux un peu emblématiques, mais finalement maintenant on se rend compte que ça sert aussi un peu à ça. Moi je pense à un lieu que j'avais visité à Saint-Denis qui était, comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom. Qui était sur une friche en attente de reconversion et qui avait été confiée à Main d'œuvre, qui fait un lieu culturel, et puis il y avait des chercheurs dessus. Et en fait, ils avaient monté tout un projet de dynamique locale, d'insertion, etc. Notamment, moi, c'est une des seules fois où j'ai vu ça, où ils arrivaient à intégrer des publics sans domicile fixe, ce qui est extrêmement difficile, surtout sur les tiers-lieux qui parfois rebutent en fait avec leur langage très technique. Donc oui, je pense que ça, c'est récent et c'est en cours. Ouais. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, c'est du coup, est-ce que ça transforme aussi les activités? Parce que de ce que vous avez raconté, c'est quand même très largement des activités de l'auto-entrepreneuriat autour des questions créatives, du design, etc. Mais est-ce que du coup, si ça diffuse dans d'autres types de quartiers, est-ce que par exemple aussi, ça peut développer des formes d'entreprise sociale, enfin, d'autres types d'activités? Oui, mais je crois qu'il y a ce but. Alors, notamment, c'est pareil, moi, j'avais rencontré des gens qui essayaient de créer un lieu comme ça à Lille, dans un quartier très populaire. Et en fait, le but, c'était de développer de la micro-activité, notamment commerciale, par exemple, des femmes qui cuisinent, de les aider à commercialiser ça. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui commence à se développer, en fait, comme forme. C'est vraiment de la micro-activité de services de prestations où d'habitude on aurait besoin d'une boutique. Et là, ces espaces-là permettent de réduire tous ces coûts d'entrée qui sont énormes en fait. Oui, ben, y a une affaire, il y a une question de recomposition du travail qui est très, très importante et très, très frénéante dans la problématique. Et puis moi, j'ai été intrigué depuis le début dans le débat par ce mot coworking. Et je me disais tout le temps, on l'emploie sans voir vraiment d'où il vient à l'international. Est-ce que, par exemple, des gens, des pays qui sont plus attachés à la langue française que nous, je pense au Québec, par exemple, est-ce qu'au Québec, on dit aussi coworking ou est-ce qu'on dit autre chose? Et dans ce cas-là, si on le traduisait, comment on le traduirait? Parce que si on le traduisait, on aurait peut-être du mal peut-être à dire du co-travail, parce que c'est plutôt de la coactivité, puisque on vise peut-être d'autres formes de travail, et ça c'est quand même très fort dans l'esprit
hein, dans l'esprit pionnier de cette forme d'organisation. Donc, je me dis peut-être qu'il y a peut-être une trappe dans laquelle on tombe quand on accepte un petit peu trop vite le mot coworking, et que si on essayait de le traduire, peut-être qu'on arriverait plus à le cerner, mieux à le cerner. Alors, c'est vrai que moi, les termes que j'ai pu entendre, c'est alors, soit Québec, espace de travail collaboratif. Et là, c'est beaucoup c'est beaucoup du côté, j'appelle ça un peu les utopies managériales, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent aux manières de travailler, y compris dans l'entreprise, qui changent les rapports managériaux. Et après, il y a espace de travail partagé aussi, beaucoup. Et il y en a un, moi, qui m'intrigue et dont je ne sais pas forcément quoi faire, c'est même plus tiers-lieu, c'est les lieux. On parle de lieux. Et ça, c'est... Je trouve que ça montre bien le flou aussi dans lequel on est, d'ailleurs. un grand silence international. Je ne sais pas si Karine, il ne nous reste plus beaucoup de temps et ce n'est pas moi qui anime la séance. Alors, mais, je oui, sais pas c'est ça. Si Karine voulait... oui, non, alors nous, on est plutôt sur les espaces de... Pardon. Je voulais juste te dire, parce que je me posais la question, vous avez aussi mentionné à plusieurs reprises qu'il y a des espaces qui sont subventionnés. Et j'imagine que ça change beaucoup de choses. Oui, alors quand on parle de subvention, ça peut être soit la mise à disposition de lieux par les collectivités, c'est-à-dire qu'elles sont propriétaires d'un lieu et elles mettent à disposition pour une somme modique, en fait, un loyer très modéré, ces espaces. Il y a aussi des subventions, donc la région finance 40% des fonds d'investissement, alors juste l'investissement, pas le fonctionnement, mais au démarrage, les lieux peuvent prétendre à des subventions de la part de la région Île-de-France. Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, des centres-bourgs qui auraient, par exemple, des locaux vacants, ils seraient éligibles, par exemple, si la commune, par exemple, passe les locaux, ensuite l'organisation pourrait être éligible au fond de la région, par Alors, exemple. je ne sais pas si c'est l'organisation, mais il faudrait trouver un gestionnaire de projet parce que Voilà. le porteur de projet n'est pas toujours la communauté de communes ou la collectivité. Mais en général, c'est pour ça que je disais porté. organisation, oui, bien sûr. Ouais. Et la région voilà, a subventionné 115 à peu près dossiers depuis qu'elle a mis en place ses appels à projets. Ce sont des appels à projets, en fait. Et il y en a plus de la moitié qui sont en grande couronne. Donc, il y a vraiment un souhait de mailler le territoire, notamment en grande couronne et dans les territoires politiques de la ville. Et les porteurs de projets, c'est les communes ou c'est des organismes? Non, c'est rare qu'elles se présentent elles-mêmes. En général, il y a un collectif qui gère en fait le projet et elles sont plutôt là en appui. Ou, en général, quand les élus sont là, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un des facteurs de succès aussi dans les communes rurales. Le fait d'être aidé par le maire, la collectivité, les élus locaux, ça peut aider aussi à la réussite et au succès du lieu en territoire rural. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou pas? Est-ce qu'un étudiant a une question? Si j'ai pas de réponse, je prends ça pour un non. Ok. Bon, eh bien, on tient à tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour ce débat qui était très, très intéressant. Et puis voilà, je ne sais pas si mes camarades veulent dire un mot aussi. Pour vous remercier aussi d'avoir été présent et d'avoir répondu à toutes nos questions. On a beaucoup appris grâce à vous. C'est gentil. Merci à vous d'avoir expérimenté cette première séance. C'est toujours difficile de passer en premier, mais alors passer en premier sur Zoom, cette année-là, c'était vraiment, on innovait totalement. Ça s'est pas si mal passé, on n'a pas eu de problème. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, bravo, tu as vu, je vois, tu fais des pouces, Yanka, voilà. Mais on a même l'outil pour le faire. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah écoutez, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci Aurélie, merci
Merci Karine, et puis Sébastien qui est déjà parti. Et puis donc on se retrouve pour les étudiants, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance avec de nouveaux invités. À bientôt, la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.